Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Merci doublement d'être venus parce que vous êtes assez peu nombreux. Alors je sais qu'on est à la fin de l'année. Ceci n'explique peut-être pas tout. J'ai l'impression que le titre qui a été choisi pour cette exposition, Socialisme Kanak, a beaucoup fait parler, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, peut-être que socialisme est un gros mot, Kanak aussi, alors les associer tous les deux, c'était, je crois, une gageure, mais nous l'avons fait. Alors, nous l'avons fait parce que c'est aussi le titre de l'ouvrage que Christine Demer a fait paraître aux éditions Cartala il y a peu, donc je tiens dans ma main ici. Donc, Socialisme Kanak, certes, agrémenté d'un complément de titre, une expérience politique à Kanala. Donc évidemment, l'idée, ce n'est pas de faire une réunion politique avec les deniers publics, comme j'ai pu le lire ici ou là, sous la plume de gens peut-être qui ne lisent pas en profondeur ni les résumés ni les livres. C'est plutôt l'idée de se pencher sur l'histoire de notre pays, sur tout point de vue, alors en histoire, en anthropologie, et puis surtout de rencontrer des spécialistes de divers horizons, comme on le fait depuis plusieurs années maintenant. Et à ce sujet, je vous rappelle, pour ceux qui l'ignoraient encore, qu'il y a quand même plus de 150 conférences qui sont disponibles sur le site de l'ADCK, adck.nc, dans le catalogue de la médiathèque et publications multimédia, rencontres de la médiathèque. Donc vous verrez qu'à travers ces conférences, on s'intéresse à l'ensemble des communautés, de tout ce qui touche à ce pays, à la région, par rapport à des échéances importantes qui se déroulent, au cas où certains l'auraient oublié, l'année prochaine. Donc pour illustrer cette conférence, vous avez peut-être vu devant la salle Sissia quelques documents. Ces documents proviennent de la médiathèque. Certains d'ailleurs sont des tirés à part qui n'ont pas été publiés côté grand public. Donc je vous invite à venir les consulter. On est ouvert du mardi au dimanche, je fais un peu de publicité, de 9h à 17h, et on a deux cases pour vous accueillir, notamment une case de visuel avec une collection de fiction et de documentaires assez importante. Et puis cette case consacrée à l'écrit où vous retrouverez évidemment tous les travaux de Christine Demer et de nombreux autres anthropologues. Donc Christine Demer est, comme je viens de le dire, anthropologue. Elle est chargée de recherche au CNRS. Et elle a choisi donc de nous présenter ce soir cette expérience qui a été menée dans la commune de Kanala au moment où les provinces n'existaient pas encore, mais on parlait de régions. Donc sur ces 4 régions, 3 étaient tenues par des indépendantistes, avec déjà l'idée de peut-être d'avoir cette cette expérience d'un certain nationalisme économique. Mais elle vous dira ça bien mieux que moi, donc je vais lui laisser la parole tout de suite. Je voudrais juste signaler que d'ordinaire, Calédonia filme les conférences et qu'elles sont ensuite disponibles à la fois sur leur antenne et sur la chaîne YouTube. Ce n'est pas le cas ce soir, donc vous serez obligé de dire à tous ces gens qui ont la gentillesse de nous regarder à la télé mais qui ne viennent plus nous voir, qu'ils pourront quand même écouter cette conférence sur le site que j'évoquais tout à l'heure, adck.nc. Voilà, au terme de cette conférence, vous aurez bien évidemment le loisir de poser toutes les questions qui vous viennent. On aura de part et d'autre de la salle un micro avec ma collègue. Donc manifestez-vous pour qu'on puisse entendre votre question et surtout qu'elle soit enregistrée. Voilà, merci de votre attention et à tout à l'heure pour les débats. Bonsoir à tous. Je vais donc vous parler de cette fameuse expérience politique et comme vous venez de le comprendre, socialisme kanak est un terme qui visiblement avait posé problème à certains. Donc je vais revenir un peu justement sur l'histoire de ce terme pour essayer de vous faire comprendre en fait quel était vraiment le projet derrière tout ça. À vrai dire, c'est aussi un ouvrage qui, même s'il est paru, il a paru l'année dernière, il a une histoire un peu compliquée et en fait, il fait référence à un travail d'enquête de terrain que j'ai mené au milieu des années 90, la fin des années 90 aussi, et qui en fait croise justement le moment où
le GIE Kirenduru, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est cette fameuse expérience politique à Kanala, touchait à sa fin. Donc c'est un moment d'intense discussion sur ce qu'avait été le projet, ses attendus, ses objectifs, ses réussites, ses échecs. Et j'ai profité de ce moment en fait pour saisir les paroles et essayer de comprendre ce qui s'était passé dans ces tribus. Et très vite, j'ai compris qu'en fait, ça dépassait largement le cadre des tribus du Kanala que j'observais. Donc, c'est ce qui a... Voilà, déjà là, vous avez un exemple, enfin plutôt la carte des tribus de Kanala, et vous voyez Kuo et Ama qui sont assez excentrés en fait du village. C'est là où se situe donc cette expérience politique. Et qui donc, comme je le dis, était quelque chose qui semblait a priori périphérique, anecdotique, mais qui se rattache très clairement à une histoire particulière du mouvement nationaliste. Et c'est ce qui m'a alertée en fait, c'est que j'entendais dire au moment donc des discussions sur la fin du GIE, c'est de dire que le conseil des anciens de la tribu, c'était le GIE, c'était la même chose, et qu'avant il y avait un conseil des anciens, maintenant c'était le GIE. Donc voilà quelques images de Kanala et de l'endroit où j'ai vécu au départ. Et donc ces affirmations-là, au départ, me semblaient obscures et me donnaient le sentiment qu'il se cachait quand même quelque chose d'assez important derrière tout ça en termes de transformation sociopolitique. Et effectivement, cette hypothèse s'est vraiment affinée au fur et à mesure de la compréhension du rôle tenu par ce GIE, que j'ai pu rattacher très rapidement à la lutte locale pour l'indépendance. Et le projet était en effet clairement porté par des militants qui se revendiquaient de la génération des événements. Et j'ai supposé alors que la lutte nationaliste était devenue un enjeu tellement important à ce moment donné qu'il avait fini par avoir des conséquences sur la pratique sociale des tribus. Et c'est en fait l'analyse de ce changement social à cette échelle qui m'a intéressée en ethnologue, hein, donc évidemment pas en termes politiques directement, ni même économiques. C'était vraiment la question des relations sociales telles qu'elles se déclinaient dans ces lieux et les traces qu'elles avaient laissées qui m'ont intéressée. Donc en fait, ce projet se rattache à de nombreux autres puisqu'il a été créé durant la courte période qui a fait suite aux événements, la période qu'on a donc appelée les régions. Donc là, vous voyez le découpage de 85. Ces régions, c'est le moment donc entre les événements et les accords de Matignon-Oudinot en 88. Alors en fait, il y a deux phases dans les régions. Une première phase qui va de 85 à 88, là où se mettent en place le plus de projets. Et ensuite, on passe à la cohabitation politique en France, et c'est le moment où Pons redessine en fait déjà le territoire et change un certain nombre de choses dans le financement des régions. Donc c'est une période très courte, mais qui a suscité donc un développement économique assez important à ce moment-là. Et en fait, le GIE Kirenduru n'est pas mort avec la fin des régions. Il a continué jusqu'au milieu des années 90, donc là, au moment où moi j'ai pu croiser sa route. Donc à cette époque, on parlait donc de socialisme kanak au moment des régions. Et c'est aussi pour ça donc, le titre qui a été choisi en fait, par l'éditeur est apparu. Moi, j'avais pensé au départ à quelque chose qui était de l'ordre de Construire Kanaki, qui était le titre du journal des régions s'appelait Construire. Et puis c'était pour insister finalement sur la donnée économique de l'indépendance. Mais bon, finalement, voilà, le titre est celui-là. Mais je le défends quand même, puisque en fait... mon livre, au fond, il analyse aussi une déclinaison de cette idéologie, hein, celle attachée au GIE Kirenduru. Et donc, en fait, le regard que je porte sur cet imaginaire social, il est aussi rattaché à ce qui était partagé
par tous les indépendantistes de l'époque, et ils étaient très nombreux, puisqu'on estime qu'à ce moment-là, dans les années 80, plus de 90% des Kanaks étaient indépendantistes. Alors bien sûr, ils n'ont pas tous monté un projet de développement, mais des milliers de micro-projets ont vu le jour à cette époque. Donc en fait, c'est pas du tout un épiphénomène. C'est vraiment là l'occasion, à travers ce GIE, de revenir sur une expérience qui a sa spécificité locale, mais qui quand même se rattache réellement à un projet de société élaboré à ce moment-là, qu'on a appelé socialisme kanak. Et en fait, moi, dans mon projet, c'était moins de décrire vraiment finement l'émergence de cette notion, la décrire, que de comprendre comment il avait suscité une réflexion sur la chefferie. C'était vraiment ça, moi, qui m'a attirée. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, parce que l'expérience du socialisme kanak se situe essentiellement dans les tribus à travers ces micro-projets de développement, il s'agissait donc de repenser la chefferie, et c'est ça qui m'a interpellée tout naturellement aussi de par ma discipline. Alors, comme tout nationalisme, il s'agissait aussi de penser, ça je vous l'apprends pas, à produire une identité commune. C'est une réflexion qu'on connaît bien ici, mettre en avant des traits culturels, des manières de se marier, de faire le deuil, etc. Valoriser un patrimoine artistique comme on le fait ici. Je trouvais des symboles, un drapeau, des devises, trouver des fêtes communes, proposer une histoire commune, etc. C'est pas du tout de ça dont il est question dans mon travail, ou de manière très marginale, parce qu'en tribu, on a aussi essayé de réfléchir à tout ça. Mais en fait, mon approche de cette construction nationale est plutôt décalée, c'est ce qu'on appelle des images sociales, là, mais c'est plutôt porté sur l'observation de la transformation des liens sociaux. C'est-à-dire que la question de l'appartenance au groupe à l'échelle de la nation pose à ce moment-là encore quelques questions, puisque de par l'histoire de la ségrégation, la tribu est, selon les termes du politiste Éric Soriano, encore largement inscrite aux confins de l'État. Donc l'idée, c'est quand même de repenser aussi cette échelle locale, de l'inscrire mieux dans l'État, dans la perspective de la création d'un État indépendant. Donc cette histoire d'État-nation comme horizon, finalement, c'est ça qui anime vraiment les gens tribus, même si on a l'impression que c'est quelque chose de très localisé. Il y a toujours cette dimension-là qui anime les acteurs du GIE, puisque ils sont, comme tous les autres, à la recherche d'une manière de produire des richesses, comme dans tout nationalisme, mais d'une manière particulière qui correspond à la manière de faire kanak. Donc en fait, on est quand même dans une optique propre à tout nationalisme, de rechercher une adéquation entre une échelle politique et une forme d'économie, mais avec une dimension identitaire très forte. Donc tout ça pose le problème de qu'est-ce qui peut faire, quel type d'économie on peut développer dans un État-nation qu'on voudrait kanak. Alors il y a eu déjà beaucoup de travaux d'économistes, d'historiens, d'anthropologues aussi sur cette question de la transformation des sociétés dans l'économie de marché. Je vais évidemment pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment à ce genre de problématique que mon travail se rattache. Et il n'est pas ici question de transformation radicale, pour reprendre le mot de Karl Polanyi, l'économiste qui a pensé la grande transformation. On n'est pas du tout dans ce registre-là. On est dans des transformations un peu au coup par coup, des choses qui réussissent, des choses qui échouent. Mais quand même, on note une évolution, j'y reviendrai à la fin en conclusion, mais je le précise déjà maintenant, une évolution quand même des centres d'intérêt des gens dans leur pratique, qui est vraiment, qui correspond à l'idée de avant on travaillait pour le chef, maintenant on travaille pour le GIE, comme me disaient les gens. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, la question de l'économie et du développement économique est devenue centrale à ce niveau-là. Donc ça semble un peu être, l'idée c'est de faire de la tribu une sorte d'unité de production de Kanaki, mais on verra que c'est un petit peu plus compliqué que ça.
Je vais à présent rentrer un peu dans le vif du sujet après ces préliminaires un peu théoriques sur la question de l'État-nation et vous expliquer dans une première partie, vous donner à comprendre en fait comment on parlait du socialisme kanak juste avant les régions et au moment des régions. Ensuite, j'évoquerai le moment des régions lui-même, ce que ça signifiait ce statut et les projets qui ont pu être menés. Et à la fin, j'expliquerai la démarche adoptée à Kanala à travers le GRE Kirédourou. Donc le socialisme kanak, attendez, je crois que je ne suis pas sur les bonnes diapos, si on était juste là, je tape en avance. Donc le terme même de socialisme en général est au cœur des mouvements de libération nationale des peuples colonisés depuis bien longtemps. Il y a bien l'idée donc d'une dynamique historique d'abolition de rapports de domination. Là, c'est un point commun dans le socialisme kanak avec bien d'autres. Mais évidemment, chaque socialisme a eu sa définition, ne s'inspire pas immédiatement des penseurs du socialisme tels que Saint-Simon, Fourier, Owen-Marx, etc. Ce dont il est question là, c'est vraiment de réfléchir à partir des bases de la société kanak, en ayant en tête cette question d'abolition de rapport de domination, mais aussi d'égalité économique. Et on verra aussi dans le cadre du GE Kirédourou d'abolition de la hiérarchie qui posera quelques problèmes pour se mettre en place. Donc, justement, là, vous n'allez pas voir grand-chose sur ce diapo, mais c'est en fait le document du congrès constitutif du FLNKS où on parle explicitement de la question du socialisme. Et, il y a une synthèse des travaux des commissions sur la Constitution et le socialisme, qui est fruit donc de la discussion qui a lieu entre le 22 et le 24 septembre 84, au moment de la création du FLNKS. Donc, même si vous ne voyez pas grand-chose là, vous pouvez voir que dans cette fameuse synthèse, il est question de socialisme d'une manière assez générale, en disant organiser une république socialiste décentralisée et démocratique, sans distinction de race, de sexe, de religion et d'opinion, dans la limite de l'intégrité de l'État. Donc le point 4, c'est se choisir pour le pays kanak un socialisme qui mette fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, mette en application la socialisation progressive des moyens de production et d'échange, et une économie autogestionnaire et planifiée. En fait, là, on a une définition qui est assez générale, qui ne prend pas très bien en compte, c'est justement cette dimension identitaire. On a l'impression qu'on pourrait retrouver ça dans d'autres types de textes. Sachez cependant que voilà, c'est comme ça que les choses avaient été fixées explicitement dans les premiers congrès du FLNKS. Un peu en amont de ça, on a en fait une définition d'un socialisme océanien qui était posé plutôt, surtout par Jean-Marie Ntchibaou, dans ses réflexions sur l'identité kanak et donc aussi sur le socialisme. Et un des aspects saillants de sa définition, c'est donc porte sur la défense de la communauté, qui suppose que le collectif prime sur l'individu. Donc c'est d'ailleurs même cette question-là dans le socialisme aussi est évidemment largement portée, puisque le socialisme en général s'érige en Europe aussi contre l'individualisme bourgeois. Donc là on a cette même logique, mais là c'est qu'est-ce qu'on va mettre derrière la notion de communauté qui importe. Les réflexions de Jean-Marie Ntchibaou s'ancrent aussi dans des modèles anthropologiques, dont celui du don, qui marque la question de la réciprocité. Et je vais vous citer quelques phrases ici ou là des propos tenus par Jean-Marie Ntchibaou qui expliqueront bien mieux que de longues phrases qu'en fait il entendait derrière tout ça. Il disait par exemple, nous Mélanésiens, quand on dit qu'on est socialiste, c'est vis-à-vis du principe traditionnel de l'avoir. Si vous avez, il faut donner. Ou encore, le prestige, c'est de donner, de beaucoup donner et de donner partout. Voilà, la question du don, donc elle est centrale. Et à côté de ça, il s'agit donc de souligner aussi une idée de désintéressement, à l'opposé de la logique d'accumulation capitaliste. D'ailleurs, Jean-Marie Ntchibaou l'affirmait là encore, le socialisme kanak, c'est l'envers du monde capitaliste. Il s'agit en fait de se positionner contre une logique du colonisateur et d'affirmer une spécificité.
et qui revient à affirmer qu'on n'abandonne pas ici la question de la production pour l'autosubsistance et qu'on cherche des revenus pour améliorer le quotidien, tout en privilégiant la solidarité entre les gens. C'est un peu la base du socialisme kanak. Il y a aussi cette dimension donc, de refus. Tchabtcheou disait aussi qu'il y a un aspect de refus. Ce n'est pas un mot d'ordre positif sur la façon d'organiser la société, mais plutôt un refus de la colonisation. L'aspect positif, par contre, c'est de dire que le patrimoine, le sous-sol, appartiennent à l'État. Donc on voit quand même qu'il y a une large place aussi pour s'approprier localement ces définitions et d'y mettre un peu les éléments qu'on a envie. Donc la question, c'est surtout de tenir compte de cette idée d'un développement qui reste assez minimaliste à l'époque. On n'est pas dans des grands projets comme ça viendra par la suite. On est vraiment à l'idée de développement rural sur des micro-projets de développement agricole. Et aussi parce que l'idée, c'est de refuser l'apparition d'inégalités économiques. Et de se positionner dans une quête effrénée de l'argent. Là aussi, bon, je n'ai peut-être pas le temps de citer juste d'autres propos de Tjibaou, mais disons que en 81, par exemple, encore, il disait « Nous sommes bien placés en Mélanésie pour comprendre qu'on va au casse-cou mondial. Nous sommes bien placés pour donner une âme à notre vie sociale. Nous n'avons que de faibles moyens monétaires, mais pour nous, l'être compte plus que l'avoir. Nous devons arriver à exprimer au niveau des institutions la manière de produire kanak. » Voilà un peu l'état de la réflexion à l'époque. Donc les sources de cet imaginaire politique ne sont pas étrangères à d'autres formes de théorisation que l'on retrouve dans d'autres sociétés indépendantes en Mélanésie. Le terme même de socialisme et de Melanesian Way sont étroitement liés. Ils furent d'abord mobilisés à Fidji dans les années 70, par exemple lors d'une allocution à l'ONU. Et il a été aussi mobilisé au Vanuatu au moment de l'accession à l'indépendance en 80. Le futur Premier ministre Walter Lini propose lui l'application dans son pays d'un socialisme mélanésien, c'est le terme qu'il emploie, inspiré pour partie du socialisme africain d'ailleurs du Tanzanien Julius Nyerere. Donc là aussi, dans cette vision au Vanuatu, le socialisme rimait avec la question du collectivisme et une forme particulière d'appropriation collective de la terre. Donc socialisme et Melanesian Way sont des termes très présents. J'ai oublié de vous dire aussi qu'en Papouasie, Bernard Narokobi, célèbre juriste qui a beaucoup écrit, il fait référence aussi. Donc tous ces éléments-là, Jean-Marie Tjibaou les avait aussi en tête lorsqu'il tenait ses propos et il se retrouve parfaitement dans toutes ces valeurs communautaires, aussi bien océaniennes que chrétiennes d'ailleurs, qui sont mobilisées par lui et d'autres. Ça lui permettait aussi d'ailleurs de se rattacher à une culture panocéanienne et de mieux s'insérer dans l'espace géopolitique régional duquel les Kanaks étaient largement coupés depuis la colonisation. Comme le rappelle l'anthropologue Eric Wittersheim, ce Pacific Way et sa vision humaniste qui entend vanter les mondes mélanésiens n'est pas la seule composante du socialisme kanak, puisque la plupart de ceux qui défendaient ce type de socialisme s'intéressaient évidemment aussi aux questions de développement économique afin de se donner les moyens de l'indépendance. Donc on y revient là. Et on peut dire que dans ce qui sera visible, surtout dans l'expérience du GIE, ça sera cette quête de repenser une autre manière de produire, plus que la mobilisation de la question du don, toutes ces choses plus humanistes. J'ai moins eu à les entendre. Alors, il faut savoir aussi qu'on est dans un projet qui était d'inspiration palika à Kériduru, et que même si le palika partageait largement tout ce qui a été défini antérieurement par le leader de l'UC, il affirmait aussi prendre explicitement parti pour le socialisme scientifique, donc avec mêlant intérêt des colonisés et des exploités. Il y a une dimension plus sociale, on va dire, dans ce socialisme-là. Tout en insistant aussi sur la question de la forme communautaire de la production. Par exemple, je cite un propos où il est dit « Nous disons aux Occidentaux que leur société nous fait peur, que nous refusons de nous y intégrer. Nous voulons un développement tout à fait à part.
Nous voulons une société organisée en petites communautés autonomes, une société où nos besoins sont ramenés à des normes humaines. Voilà, donc c'est quand même des propos très proches de ceux que pouvait tenir Jean-Marie Tjibaou. Donc, quand on parle de petites communautés, donc on a en tête souvent dans les socialismes la coopérative, qui fait figure de forme économique idéale, qu'on a souvent lié le socialisme et la coopérative. Déjà dans les années 60, le père Apollinaire Ataba, qui a rédigé un texte assez important sur la situation marginale des Kanaks depuis la colonisation, parlait lui aussi de la nécessité de mettre en œuvre des coopératives parce qu'elle privilégiait pour lui des liens communautaires qu'il estimait déjà sujets à dislocation, je cite. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui est récent. Et en fait, la centralité de ces formes d'identification-là collective autour de la coopérative passait vraiment soit par le clan, soit par la tribu, qui remobilise des discussions qui avaient lieu autour de la question des récupérations de terres entre l'Union calédonienne et le Palika notamment. Et donc là, on va retrouver dans le cadre de GE Kendrou l'échelle de la tribu privilégiée aussi par rapport à celle du clan. Donc en fait, quand on entend coopérative, on a une vision un peu extensive aussi je veux dire plutôt malléable de ce qui est sous-entendu, mais ça peut prendre surtout une forme soit clanique, soit organisée autour de la tribu. Et ce qui compte aussi, c'est de voir, c'est que dans cette mobilisation du terme coopératif, même s'il s'agit de passer par des formes d'identification collective connues, donc segmenter le clan, le lignage, et puis après plus tard les GDPL, un ensemble de groupes claniques, il s'agit quand même d'exprimer des relations d'un nouveau type, des relations économiques qui ne sont pas inhérentes à ce type de collectif. Et c'est ce que soulignait d'ailleurs Edgar Pisani, d'ailleurs le ministre de l'Outre-mer de l'époque, quand il observe ce qui se passe au moment des régions, il dit c'est une forme de coopérative d'expression économique des réalités sociologiques. Et c'est vraiment cette idée-là aussi que je vois vraiment se développer dans ce que j'ai pu analyser de l'expérience du GE Kirindoro, puisque en fait, si on repart de groupes qui sont préexistants, on ne va pas réinventer complètement des formes sociales, des collectifs. Par contre, on va essayer d'y introduire cette idée que dorénavant, les liens sont soudés par le partage d'enjeux autour de la production. Les liens de parenté sont aussi des liens de production, alors que dans l'horticulture kanak, c'est plutôt des petites unités qui ne sont pas forcément à l'échelle du clan, tandis que là, on va être vraiment à l'échelle du clan et de la tribu, ce qui ne correspond pas à la manière de produire forcément au départ. Alors, je vais passer à présent à la question de l'investissement du FLNKS dans les régions et donc d'essayer de vous expliquer un petit peu, pour revenir, qu'est-ce que c'était en fait ces régions. De quoi est-il question? Donc au moment où elles se mettent en place en 85, les Kanaks avaient déjà connu pléthore de politiques de développement. Il faut déjà depuis les années 30, on connaît l'initiation à la culture du café. Mais plus proche, dans les années 70, l'État avait lancé le concept de promotion mélanésienne. Et dans ce dispositif entrée multiple, il était question d'opérations de développement et qui se faisait là aussi à l'échelle des tribus. Donc c'est l'époque de ce qu'on appelait le FADIL, le Fonds d'aide au développement de l'intérieur et des îles, qui soutenait surtout des projets individuels d'ailleurs, mais de petite envergure, pêche, élevage, agriculture, etc. Et ensuite, après le FADIL, il y a eu le plan Dijou, qui lui visait une plus grande diversification, mais qui en fait se prolonge vraiment la même idée que ce qui se passait dans le FADIL. Les différences se font surtout sur la question des financements et la manière de mobiliser les aides techniques. On est par exemple à la fin de 1979 dans une opération café, donc encore le café qui revient. Et en 80, on lance l'opération fruits.
Je cite aussi tout ça parce que c'est des choses que les acteurs du GE Querédoro avaient connues et avaient eux-mêmes participé déjà à ce genre à ces opérations, et en fait donc n'étaient pas complètement vierges au moment où ils se lancent dans leur projet économique. En tout cas, ce qu'on peut dire, oui, j'oublie aussi l'Odile en 81, mais je vous passe les détails, c'est pas plus intéressant pour ce que je veux vous dire. C'est simplement qu'en fait, tous ces projets-là, quand arrivent les régions, finalement, on a l'impression qu'on s'inscrit dans une continuité, qu'il n'y a pas forcément vraiment grand-chose de neuf. Donc on va avoir par contre réellement une innovation, c'est du côté de la division du territoire, hein, donc en 4 régions, sud, centre, nord et île, et avec 3 régions sur 4 qui sont gérées par les Kanaks. Donc c'est le moment où les compétences territoriales en partie sont conférées à l'échelle de la région, qui contrôle le développement économique, la réforme foncière, certains aspects de l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi, la santé, l'habitat ou encore le tourisme. Donc ça, c'est vraiment une innovation. Et du point de vue budgétaire, c'est aussi des budgets qui dépassent ceux octroyés jusque-là. Alors, donc les Kanaks qui n'en sont pas à leurs premières expériences, pourquoi se sont-ils investis aussi fortement qu'on le sait dans les régions? C'est qu'en fait, pour eux, il était question surtout de subvertir, hein, je dirais, le principe institutionnel, avec non sans hésitation, mais toutefois avec l'espoir de pouvoir imposer leur fameuse vision du socialisme kanak, essayer de mettre quelque chose en place qui soit de l'ordre du projet politique défini au moment de la création du FLNKS et de préparer l'indépendance. Donc ça me paraît un peu risqué, mais c'était celui qui dominait à l'époque quand les Kanaks sont investis dans les régions. Il faut savoir que dans les années 80, encore 2/3 des Kanaks résidaient en tribu, et donc effectivement la question là encore d'un développement tribal, enfin à cette échelle-là, rural, je veux dire, surtout agricole, était encore d'actualité. Donc là, de ce point de vue, il n'y a pas non plus de grands changements. Et puis aussi, ça permettait de mobiliser cette fameuse notion de communauté et d'essayer de transformer donc les rapports sociaux à l'intérieur des clans et des tribus autour de la question de l'investissement dans l'économie. Alors pour ce faire, un des maîtres mots de l'époque, c'était de dire qu'on allait se lancer dans de l'économie mixte. Alors mixte n'est pas au sens actuel, mais c'était une manière de mêler à la fois production domestique, d'autoconsommation et production marchande. C'est ce que recouvre le terme d'économie mixte. Et c'est aussi parce que la production d'autoconsommation est encore importante au milieu des années 80, puisqu'on le sait que dans une enquête de 81, près de la moitié des besoins alimentaires kanak étaient encore satisfaits par ce mode de production vivrier d'autoconsommation. Donc l'idée, c'est de le conserver, mais en essayant d'intensifier aussi la production marchande. Et là encore, c'est pas non plus une nouveauté, puisque, comme je le disais, il y a déjà eu des tentatives depuis longtemps d'investissement dans l'économie. Mais là, en insistant sur l'idée d'économie mixte, c'est aussi vouloir montrer qu'on peut faire de l'économie d'une manière kanak. C'est-à-dire que c'est surtout tout le discours qui va avec les régions, qui investit d'une dimension politique, ce qui pourrait n'être qu'un simple investissement économique. C'est ça qui est en fait très important dans cette période-là. Il faut voir qu'on est à une époque où l'idée que l'indépendance se rapproche et va devenir bientôt est très présente. Donc il y a un vrai élan un peu utopiste qui a été d'ailleurs souligné à plusieurs reprises aussi par d'autres, mais vraiment on est dans un moment où quand on fait de l'économie, on n'est pas simplement en train de répondre aux injonctions institutionnelles comme on pensait le faire autrefois. Donc dans la région centre où se situait Canala, l'idée principale, c'est de développer les cultures traditionnelles pour la vente, l'igname, taro, patate douce, manioc,
mais en changeant peut-être quelques variétés et en passant à la mécanisation. Donc là, on est vraiment dans cette optique de la mixité économique. Et pourquoi? Parce que voilà, qu'est-ce que disait le FLNKS au sujet de cette production domestique et marchande mêlée? On disait produire, si globalement à l'échelle de la collectivité, cela permet de partager plus de richesses et notamment en faveur des plus démunis, plus de richesses commercialisées ou autoconsommées d'ailleurs, peu importe. Donc on a toujours cette idée du partage, avec l'idée qu'on peut partager ce qu'on produit pour consommer, mais qu'on peut aussi partager les bénéfices de la vente. Donc là, vraiment, finalement, à ce moment-là, économie mixte, c'est vraiment une autre manière de dire socialisme kanak. Et d'ailleurs, dans les journaux du FLNKS, à ce moment-là, on dit le prix du développement ne peut être pour quiconque le renoncement à son identité. Faire plus, faire mieux signifiera pour la région faire autrement. Si l'on veut bâtir une économie durable, non artificielle, il faut respecter les acteurs sociaux. Alors, il y a quand même eu des hésitations, je le disais tout à l'heure, parce que effectivement, est-ce qu'on ne va pas tout simplement tomber dans le piège d'une assimilation, à une gestion économique, plutôt des projets de développement tels qu'on les a connus antérieurement. Et d'ailleurs, on pouvait lire aussi dans les journaux de l'époque, comme Buenando, que, par exemple, certains disaient, dans un pays colonisé, le concept de développement pris isolément est une duperie, une imposture et rien de plus. Un discours sur le développement doit s'inscrire dans la perspective de Kanaki. D'où je disais qu'effectivement, ce qui compte le plus à ce moment-là, c'est la manière dont les militants qui présentent les projets les investissent de la question de l'indépendance, et c'est ça qui va créer la motivation forte du moment. Et donc on dit que les régions sont un acquis de la lutte à partir du moment où le FLNKS leur donne un contenu. Donc il y a bien cette conscience que le cadre institutionnel proposé par le plan Fabius Pisani est un risque de ne répéter que des choses qu'on a connues antérieurement. Voilà pour ce qu'on peut dire de ces régions et de leurs perspectives. Alors pourquoi elles ont été quand même considérées comme intéressantes, même sur un plan plus prosaïque, c'est qu'en fait on avait quand même l'idée que ça allait permettre de former à la gestion des affaires du futur pays. L'idée c'était de permettre à des gens qui n'avaient pas encore eu d'expérience économique peut-être de se confronter à ça. Et on pensait que c'était un tremplin en fait à partir de ces structures-là pour penser pour s'approprier pour l'avenir des structures plus importantes comme les SEM, justement, on en parlait à ce moment-là, que les GIE, donc ces fameux groupements d'intérêt économique, qui sont en fait qu'une nouvelle génération de coopératives, qui sont nées en 67, sont des tremplins pour envisager, pour se familiariser avec des dispositifs économiques plus complexes et pour diffuser un savoir-faire économique et s'approprier du matériel nouveau, etc. Bon, c'est tout un aspect très, très technique. Et quand Jean-Marie Tchibaou a fait le bilan des régions en 87, il revient justement sur l'utilité de cette étape en termes de formation, et en disant, pour dresser un barrage, évidemment, tout le monde pouvait scier un cocotier et le transporter. De même, la fabrication des cases évoque les oiseaux qui savent naturellement faire leur nid sans apprendre. En revanche, réussir à s'insérer dans un système économique à grande échelle nécessite une formation technique et théorique et tout un savoir-faire. C'est vraiment là un des enjeux du moment. Se joue la maîtrise des nouveaux outils économiques pour l'indépendance. C'est vrai donc à toutes les échelles, parce que les régions, c'est pas seulement évidemment des projets tribaux, mais ça allait particulièrement à ce niveau-là où les leaders indépendantistes ont conscience que les gens ne sont pas forcément familiarisés avec tout ça.
On peut lire toujours dans les avant-projets des régions on dit qu'il s'agit d'assurer progressivement, pour ceux que cela intéresse, le passage d'une activité vivrière pure à une activité de type mixte. Donc on y va vraiment prudemment, et en disant ce passage doit être fait au rythme des intéressés, selon leurs besoins, pour ne pas trop perturber les équilibres sociaux, familiaux, à l'intérieur de la structure coutumière. Lancer un producteur dans une culture nouvelle sans se préoccuper des conséquences sur le calendrier du travail et de la concurrence possible avec la production d'igname ou les cérémonies coutumières, cela s'avère catastrophique. Voilà, on y va tout doucement. Pourtant, malgré tout, vraiment, l'enjeu est très clairement exprimé en termes de préparation à l'indépendance. Mais moi, ce que j'ai retenu surtout, c'était cette question d'enjeu de transformation, finalement, de cette approche, au-delà de la transformation de l'approche des structures économiques, c'est vraiment de se mettre dans la tête que dorénavant, il va falloir penser production marchande toujours, et ne plus se contenter d'autosubsistance. C'est vraiment le discours, en tout cas, que tenaient les leaders du GIE, en disant que ce qu'ils avaient tenté de faire, c'était essayer, comme ils disaient, apprendre aux gens à travailler dans ce sens-là. Alors, pourquoi un tel investissement au niveau de la tribu? Eh bien, dans cette période-là, c'est parce qu'en fait, au moment des régions, il existait des comités de lutte, 32 qui correspondaient aux communes indépendantistes, avec à l'intérieur des délégués des tribus qui venaient des sections de base. Et tous ces groupes étaient intégrés dans des commissions de contrôle et de coordination composées de délégués, de comités de lutte communaux et d'une même région. Donc il y avait une structuration très forte du mouvement nationaliste qui fait qu'en fait s'investir dans l'économie a paru assez évident à partir de la dynamique militante qui se situait à ces échelles, et notamment donc à l'échelle des sections de base dans les tribus. C'est eux qui vont initier les micro-projets de développement pour préparer l'indépendance. Le GIE Kérédourou n'échappe pas du tout à cette perspective, puisqu'ils qui partent dans cette direction vraiment à partir de leur réflexion sur l'indépendance. Par exemple, l'un des membres du GIE assez actif, le frère cadet du vice-président, disait que nous, on est les enfants à Éloi Machoro. Lui, il est mort pour faire quoi? Pour l'indépendance. On n'a pas d'indépendance, mais on a 4 régions. On a les régions, c'est comme des maisons avec des lois, avec des tas de trucs, mais on n'a rien d'autre, quoi. On a une parcelle de pouvoir politique, comme on a une petite parcelle de pouvoir dans les institutions, et on dit qu'on avait le politique, on avait la terre, il fallait qu'on bouge. Le vieux Éloi Machoro, il est tombé, on fait des barrages, maintenant il faut qu'on crée quelque chose. Donc on a vraiment dans l'optique de ces personnes l'idée de poursuivre ce qui avait été mis en place à partir de la création du FLNKS, c'est-à-dire à la fois une lutte pour l'indépendance, mais aussi une mise en place du socialisme kanak. Alors le micro-projet du GIE Kérédourou, alors Kérédourou ça veut dire la racine de Bagnan, c'est aussi le nom de la grande chefferie dans laquelle se trouvent les 2 tribus d'Ama et Kouo, Ema et Kayou, qui sont en fait des tribus de un peu moins de 500 habitants chacune d'elles, et qui sont liées sur le plan hiérarchique. Donc le choix de GIE Kérédourou, c'est un choix clairement identitaire. Il s'agit d'affirmer donc la force de ces liens, la force des liens à l'intérieur de la grande chefferie. C'est aussi une manière d'englober tout le monde, au-delà de la question justement du projet politique qui a une coloration particulière, puisque via l'appartenance à un parti. Dans un GIE classique, normalement les associés sont assez peu nombreux. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que les dirigeants de ce projet proposent que les conseils des anciens, donc les conseils des chefs de clan, en fait c'était déjà leur nom à l'époque, mais personne, au moment où j'ai fait mon enquête dans les années 90, ne parlait de ça, on disait vraiment conseil des anciens. Donc cette institution de débat public local où siègent les clans, et bien ces conseils des anciens devaient superviser le GIE, en former en quelque sorte le conseil d'administration,
et sous une forme collectiviste, hein, mais aussi très socialiste, puisque au sens, je dirais, socialisme classique, puisque la question de la centralisation de l'organisation de l'action économique était ici cruciale. Donc on est vraiment au niveau, tout se passe au niveau du Conseil des Anciens, d'où la maison commune d'Emma que vous voyez ici en photo. Alors, en termes d'activité, le GIE avait plusieurs activités. Une usine de traitement de café, de vente de produits vivriers et de culture plus commerciale, d'agrumes, de café et aussi une section de ramassage scolaire. Et plus tard, elle créa une section BTP. Les opérations réalisées dans la petite micro-unité de l'usine d'Emma relevaient du conditionnement, de dépulpage, lavage, séchage et décortiquage des grains de café. La création de la section colportage fut créée dans la foulée pour produire plus, tout en s'inscrivant dans les réseaux commerciaux à Nouméa, en supprimant les intermédiaires. Donc c'était c'est pour ça que les gens l'appelaient plutôt la section colportage. Donc en écho aux souhaits des élus de l'époque, enfin des élus régionaux, le GIE Querédoroux est vraiment pensé comme devant développer des cultures déjà existantes tout en les intensifiant. Et à partir de là, il y avait aussi cette idée qu'on allait participer au développement des infrastructures élémentaires au niveau de la tribu, en termes d'électricité, adduction d'eau, par exemple. Et le chef de la tribu, qui est aussi un des initiateurs, Jean-Baptiste Chanelly, le chef d'Emma, se souvenait qu'il l'avait présenté comme ça, le GIE, en disant on va améliorer les conditions de vie à la tribu. Il y avait vraiment cette dimension-là de développement local au niveau tribal. Par ailleurs, l'argent accumulé dans les caisses du GIE devait servir donc à être réinvesti pour développer d'autres choses, notamment à créer donc à terme la section de bâtiments travaux publics. Mais l'idée aussi, c'était de conserver cet argent en cas de besoin pour les habitants. Donc c'est ce que le chef appelait une banque centrale. Il disait, moi, c'est mon objectif à l'époque, faire une banque fermée pour que les gens prennent de l'argent dans le GIE s'ils en ont besoin. Voilà donc en résumé l'esprit socialiste collectiviste de cette entreprise-là. Alors je vais passer je vous montre là des vestiges donc de l'unité de production de café, de traitement de café, pardon, et aussi également un des bus qui servait à l'époque. Alors, qui sont donc les initiateurs de ce projet? Il y a le chef, donc je parlais tout à l'heure, le chef d'Emma, qui était l'un des plus âgés de ce groupe, qui est plutôt un groupe qui se disait de jeunes, qui sont nés en fait dans les années 50. Le président du GIE, Thomas Dathieux, le voilà ici en photo. Il y avait aussi le vice-président de la tribu de Cailloux, donc originaire de l'autre tribu, celle qu'on appelle aussi la tribu de la Crouenne. Et c'est eux trois, en fait, qui ont vraiment entraîné autour de leur projet de développement les autres habitants de la tribu, notamment ceux de leur tranche d'âge, ceux qui étaient donc nés entre les années 50 et 60. Ce sont eux qui étaient le plus représentés dans le GIE, enfin, c'est-à-dire qui participaient le plus aux activités. Et en fait, ces jeunes qui s'autodénommaient jeunes et se sont vraiment inscrits pour une assez longue période à la tête de leur Conseil des Anciens. Et ils étaient aussi, surtout, enfin, le Conseil des Anciens à l'époque, c'était surtout il était surtout animé par la section de base locale, puisque c'était aussi des militants actifs au sein du Palika. Et tout ce qui se prenait comme décision au sein des conseils des anciens, on peut dire qu'il s'agissait surtout de décisions qui émanaient de la section de base locale. Ce qu'on peut comprendre à travers ça, c'est que quand je m'intéresse à la question des transformations des enjeux de la pratique sociale, c'est qu'en voyant apparaître au niveau des conseils des anciens
non pas des chefs de clan, mais des figures politiques locales, des militants, on voit vraiment que quelque chose se transforme à ce moment-là. À Kéréndourou, on a eu souvent l'habitude de souligner que même si le chef était un des initiateurs du projet, il n'était pas là en tant que chef. C'est que de son point de vue, il fallait vraiment le considérer comme quelqu'un qui était militant et qui avait décidé de participer à l'intensification marchande dans sa tribu, à créer des débouchés, à permettre de préparer l'indépendance. Donc en mettant cette figure du militant en avant, voilà, je vous montre encore d'autres personnes qui sont en fait les frères de ceux qui ont créé le GIE, qui s'occupaient d'autres activités au sein aussi du GIE, parce qu'il n'y avait pas que l'économie, mais il y avait aussi une réflexion sur la scolarisation et aussi donc sur la culture, mais ça je n'avais pas vraiment le temps de vous en parler. Donc voilà, en tout cas tous ces militants montrent qu'on est rentré dans une autre dynamique. Et cette figure, je l'ai appelée militant entrepreneur, faute de mieux, je ne sais pas. Enfin, c'était surtout pour insister sur des enjeux politico-économiques qui sous-tendent désormais le fonctionnement de ces tribus. En fait, ce que je veux dire aussi, c'est que si on veut parler en politique, le personnel politique coutumier à cette époque était vraiment en retrait. On n'était plus du tout dans une optique de valorisation des chefs ou des maîtres de la terre, etc. On est vraiment dans le questionnement sur les militants. Alors, c'est pas une chose qui s'est fait forcément facilement, mais à un moment donné, on fonctionnait entre un conseil des anciens avec les militants du GIE et un conseil des sages. Mais en fait, très vite, ce conseil des sages s'est mis en retrait. On a bien vraiment là des militants qui prennent le pouvoir et qui prennent la place et les initiatives pour tout ce qui concerne l'animation de la vie tribale. Alors pour tout dire, à ce moment-là, le modèle qui prévalait jusque-là, qui était celui hérité, je dirais un peu du programme de Lenormand et de Louis Callot et la SLF sur les tribus, qui, selon les termes même du père Luneau, fondateur de Louis Callot, qui consistait à dire que le rôle du chef en tribu devait, que le chef devait juger, informer et punir. C'est quelque chose que dont les militants ne voulaient plus. Le président du GIE Kéréndourou disait lors d'un entretien que j'ai eu avec lui que l'on discutait lors des réunions de conseil et juste avant la mise en place du GIE de réglementation de la chasse, ou encore de lutte contre la pollution, contre le feu. Il disait aussi que le conseil servait à régler les litiges entre les clans, à appliquer les travaux d'utilité collective, à nettoyer le cimetière, les places publiques, à aller planter des pinus. Et il dit, je ne sais plus quoi encore. Si tu allumes un feu, tu payes une amende. Il faut brûler juste ton périmètre. Il ne faut pas chasser n'importe où. Bref, en fait, ce qu'il considère être comme simplement des barrières. Et il dit, c'était pas terrible. C'était un peu écolo, un peu religieux, un peu politique, un peu gendarme. C'est pas comme ça qu'on éduque les gens avec des barrières. Donc clairement, c'est un moment où on n'a plus envie de ça. Et c'est cette digression pour dire que c'est vraiment un moment assez étonnant, puisque évidemment moi-même j'ai pu assister à la fin du GIE à un retour progressif des coutumiers au sein des institutions, mais d'ailleurs plutôt, je dirais, même à la fin des activités tout court de ces conseils des anciens qui ne se réunissent plus très souvent. Donc en tout cas, durant cette période, on voit vraiment qu'il y a une dynamique très forte qui essaye d'envisager autre chose et qui veut repenser la relation entre les clans et aussi peut-être de manière plus rare, je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de savoir vraiment si ailleurs ça s'était fait, d'abolir la hiérarchie. C'est l'idée d'une société sans classe, classiquement je dirais dans la logique socialiste, mais aussi sans rang. Alors c'est de ça dont je vais vous parler à présent pour finir, de cette fameuse réforme pensée de la chefferie.
Donc en fait, il faut savoir que déjà dans le fonctionnement initié par les associations missionnaires, donc on a une sorte d'hybridité au niveau on a la chefferie, on a le conseil des anciens, mais aussi des gens qui sont là donc en tant que représentants de clans, mais aussi des formes déjà plus administratives ou plus bureaucratiques, comme le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, les adjoints, etc., qui siègent dans ces conseils. Donc on est déjà sur quelque chose qui s'est transformé avant même la mise en place du GIE, mais à ce moment-là, il devient encore plus important pour les militants de lever l'ambiguïté et de faire en sorte qu'on ne siège plus au Conseil en tant que personne occupant un rang dans une hiérarchie, mais qu'on est là pour déployer certaines compétences pour faire fonctionner le GIE. Donc dans cette logique, le poste de président de Conseil des Anciens compte plus que celui désormais de chef, et c'est lui qui doit faire appliquer les nouvelles directives au sein de la tribu. Donc on envisage aussi une rotation du pouvoir, on insiste vraiment sur la nécessité d'oublier dans ce cadre les statuts hérités ou acquis. Donc dans ce modèle-là, on va vraiment vers quelque chose qui serait un type de fonctionnement bureaucratique en matière économique, mais aussi politique. Parce que qu'est-ce qui s'envisage en même temps que la mise en œuvre de l'intensification de marchand, de l'écoulement des produits vers Nouméa, c'est de repenser la chefferie en elle-même. Et comment on s'y prend? Alors, c'est quelque chose qui a été très compliqué, évidemment, à mettre en œuvre. D'ailleurs, ça n'a pas été totalement abouti, mais il y a eu quand même des tentatives. Alors, pour commencer, je dirais que on avait dans l'idée de compiler des récits généalogiques qui font état des rangs de chacun, et qui, en fait, là, devrait être occulté. Déjà, compilé au niveau du Conseil des Anciens, toujours cet organe centralisateur, et qui devait le permettre, en fait, aux gens qui siègent au Conseil de produire une histoire commune à cette échelle, en faisant en sorte de retenir certains éléments et d'en écarter d'autres. J'ai pu voir en 1998, à l'occasion d'un tournage d'un film à Emma pour la chaîne Arte, on racontait effectivement l'histoire d'Emma devant les caméras sous une forme qui essayait de masquer complètement la dimension hiérarchique des histoires telles qu'on peut les connaître par ailleurs. On avait vraiment l'idée que de dire les clans sont arrivés en même temps et le chef était là ou est venu après. Voilà, enfin, c'était vraiment très schématiquement l'idée qu'on n'a pas à s'intéresser à l'ordre d'arrivée qui est un marqueur de rang. Mais en fait, pour moi, l'aspect le plus marquant aussi de ce projet, ça a été de tenter de réformer le lien à la terre. Alors, en s'y prenant comment? En posant un principe de collectivisation, donc encore toujours le socialisme. Donc en fait, l'idée, c'était de partir d'un lien identitaire à la terre pour arriver à un lien économique. La terre ne devait plus soutenir les positions statutaires, mais être envisagée sous l'angle d'un moyen de production. Alors le frère du président du GIE Quéré-Duroux, là, le conducteur que vous avez vu du bus scolaire, Charles Datieux, disait « Aujourd'hui, les jeunes veulent faire autre chose que les vieux, autre chose que se battre pour des terres ancestrales, ils veulent pouvoir avoir assez de terre pour vivre ». C'est vraiment quelque chose qui préoccupait beaucoup à cette époque. Et donc, dans l'idée de la collectivisation, je parle bien sûr d'une collectivisation sur ce qu'on n'appelait pas encore les terres coutumières, même si on sait que ce sont des terres qui sont considérées d'un point de vue juridique comme indivises. Là, je parle vraiment de la manière dont les gens se l'approprient dans la pratique. Donc, collectiviser, c'était faire en sorte que les terres soient à tout le monde et à personne, et non pas justement appropriées en fonction d'une arrivée dans la chefferie. Et c'était en fait par cette dépersonnalisation du lien à la terre qu'il s'agissait de transformer ce rapport personnel et d'en faire un rapport plus économique.
Donc c'était pas, c'est bien sûr pas seulement fait par, ça suffisait pas de décréter que la terre est à tous ou à personne, mais il fallait encore trouver à le montrer dans la pratique. Et c'est là où les choses se sont un peu compliquées, puisque, par exemple, il était question de répartir équitablement des espaces fonciers pour produire justement pour cette fameuse production mixte. Et là, les gens n'étaient pas spécialement d'accord, mais en fait, c'est sur les terres récupérées que les débats ont eu lieu. À ce moment-là, on a essayé de, non pas donc sur les terres qui étaient déjà occupées dans la réserve, mais de répartir le foncier entre différentes familles en tenant compte quand même de celui à qui la terre devait revenir en priorité. Et pour montrer l'exemple, en fait, ce sont surtout les chefs de EMA qui se sont montrés les plus actifs, puisqu'ils ont essayé, alors là vous voyez une sorte de petit schéma avec la tribu d'EMA, la route et puis les découpages des terres selon les clans. Et donc sur un espace qui appartient aux chefs, les paras, là vous voyez il y avait l'unité de café. Et donc c'est là que on a essayé de poser poser l'idée que cette terre sur laquelle se trouvait l'usine à café était à tous. Et c'est en fait, elle se retrouve à cet endroit-là, c'est parce que seul vraiment le clan de la chefferie qui était très actif dans ce GIE était prêt à envisager les choses sous cet angle. La même idée a été proposée pour ce qui était l'ancien établissement de la Croën que vous voyez là, puisqu'il y a la source d'eau chaude qui passe ici. Et donc ça faisait partie de terres récupérées. Il y a eu toute une discussion aussi pour dire que la source appartenait dorénavant aux deux chefferies d'Ema et Cailloux. Donc vous voyez là le même lieu, quelques années plus tard. Et cette discussion a été actée à un moment, mais en fait très vite, il est devenu difficile de soutenir, puisque en fait un clan continue à vouloir revendiquer le lieu pour lui-même. Donc voilà, des difficultés à mettre en œuvre toutes ces idées du collectivisme. À partir de cette question de la production, donc à la fois d'un récit global, global au niveau de la tribu, et à partir de certaines choses, certaines terres mises à disposition du collectif, notamment les terres de production, ce qui correspondait vraiment bien aussi à une vision Palika, puisque en fait, parmi les terres le classement des terres qu'il proposait, il y avait les terres à vocation agricole qui devaient aussi rentrer dans un cadre collectif quand elles étaient situées sur les territoires des réserves. Je vais m'arrêter là, puisque je pense que le temps est passé déjà largement. Alors, pour faire une sorte de... qu'est-ce qu'on peut dire en fait des résultats en termes sociologiques de ce qui a été initié à ce moment-là à partir de 1985. Donc c'est pas du tout un regard d'économiste que je porte sur les résultats du GIE, ni un regard politique en termes de jugement sur l'activité, etc. Mais vraiment, je me suis posé la question de qu'est-ce que cette réforme avait engagé en termes de transformation sur le plan local, qui pouvait en fait peut-être nous donner à penser que dans d'autres lieux ou d'autres projets du même type ont été mis en place, il y a des choses qui ont aussi pu évoluer dans la même direction. Alors, ce que j'ai pu constater assez vite, d'ailleurs en revenant dans les années suivantes, c'est que effectivement, donc comme j'ai déjà dit, par exemple en 98, on a eu ce fameux récit sur la présentation des clans en disant
les 3 premiers clans s'aperçurent que les gens commençaient à être nombreux, alors ils décidèrent de fonder une tribu. C'est à partir de là qu'ils créèrent le clan des chefs. Vous voyez, ça c'était ce qui a été présenté devant la caméra. Et en essayant de discuter derrière ça pour comprendre si tout le monde partageait cette vision, un certain nombre de personnes ont vraiment abondé dans ce sens. Donc il semblait vraiment qu'il y ait une volonté de mettre les clans à égalité qui transparaissait vraiment ici. Pareil pour certains deuils où j'ai pu entendre des critiques sur le fait de rappeler l'histoire généalogique du clan des morts plutôt que d'insister sur sa vie, rappeler la mémoire du défunt. Donc en fait, mettre un peu, là encore une fois, de côté la question du classement de son rang et d'insister plutôt sur ce qui avait été cette personne. Donc on a, je pense, vraiment eu, du moins à ce moment-là, une forme d'acquiescement sur la question de l'abolition des principes hiérarchiques, de mettre les clans à égalité, sauf peut-être pour le statut de chef qui reste quelque chose qui était valorisé, comme en témoigne par ailleurs la persistance de la fonction du chef au sein du Conseil des Anciens. Mais même si, comme je le disais, elle n'était pas, enfin le chef ne voulait pas être reconnu forcément en tant que tel. Mais d'ailleurs, par ailleurs, il est très peu à la tribu, donc il était plutôt sur le mode de l'absence. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que vous pouvez constater, c'est que dans les propos tenus sur la chefferie, c'est que le chef était plutôt considéré comme un emblème culturel d'une organisation politique originale. Donc c'est chefferies Kanak, un peu comme dans d'autres États océaniens, on peut le noter. Donc là, encore une fois, quelque chose de propre au nationalisme, qui est de discerner comme ça des traits culturels forts, comme l'organisation politique originale qui est la chefferie. Quant à savoir si les liens au sein de la tribu sont orientés vraiment définitivement sur la question de l'économie, bon, il va sans dire qu'à la fin du projet du GIE, la dimension collectiviste tribale, c'est largement, enfin, ça n'a pas perduré. Il n'y a pas eu d'autres initiatives du même type, je dirais, émanant d'autres personnes essayant de reprendre le flambeau avec une autre structure. En fait, chacun a essayé de faire des choses de son côté, de créer des petites entreprises, des petites sociétés, ou de chercher un emploi à proximité ou de manière plus lointaine. Bon, à Canada, comme vous le savez, il y a des mines en activité, donc il y a aussi, à un moment donné, cette option qui était possible. Et donc on a vraiment aujourd'hui, on constate souvent un double investissement finalement, comme du temps, je dirais, de l'économie mixte, c'est-à-dire des gens qui ont un travail des champs et puis à côté une activité salariée, sauf que ça donne le sentiment que le fait qu'elle n'est pas forcément concentrée sur la tribu, les gens mènent un peu une double vie avec une dépense d'énergie assez importante et aussi en transport. Donc, enfin, en tout cas, on voit bien là que la question de l'investissement dans l'économie, évidemment, comme ça, je pense que c'est rétrospectivement maintenant de la situation de là où on se place, c'est pas quelque chose qui étonne. Enfin, on le sait pertinemment. Donc, on voit bien que la réflexion sur la construction nationale, qui est, enfin, on est au début du nationalisme économique dans les régions, elle est vraiment elle n'a fait que se renforcer dans la suite, dans les moments du rééquilibrage dans les accords Matignon-Oudinot et a fortiori aussi dans l'accord de Nouméa. Donc c'est vrai que c'était une expérience qui peut sembler aujourd'hui un peu datée parce qu'elle est assez minimaliste sur le mode de l'envergure des projets, mais en même temps on est vraiment déjà dans cette idée d'inscription nationale qui passe par l'insertion économique et c'est un peu le début. Et le fait qu'on cherche à l'envisager à partir des clans et des tribus, c'était vraiment ça, cette définition du socialisme kanak qu'on retrouve peut-être pas comme ça aujourd'hui. On tenait en tout cas à conserver ces modes d'identification collective, mais pas non plus tout à fait comme avant, puisque comme je dis, les clans, c'était plus forcément des clans hiérarchisés entre eux. Donc il y avait aussi l'idée, je l'ai pas dit, mais à l'intérieur de la répartition des terres, que les clans puissent continuer eux-mêmes à décider de la répartition entre leurs différents lignages. Donc on continue à déléguer aux clans une forme de pouvoir politique, comme il l'avait eu jusque-là. Donc il y a vraiment cette idée qu'on cherche à préserver des modes d'identification existants.
et que c'est en fait comme ça qu'on s'investit dans l'économie, ce qui continue encore à se voir, même si c'est évidemment transformé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus sur l'idée forcément que sont là des entreprises tribales qui se lancent dans le développement. Voilà ce que je pouvais dire sur ce bilan-là, c'est que en fait, on a réinvesti à ce moment-là des cadres sociaux et politiques existants, mais qu'on a quand même transformé certaines choses, et que le fait que même si la figure du militant entrepreneur n'est pas quelque chose qui est resté après avec le temps et l'indépendance s'éloignant, on peut dire qu'aujourd'hui il y a vraiment une interrogation aussi sur ce que peut devenir la chefferie, et est-ce que même elle a encore le même sens, est-ce qu'on peut l'investir des mêmes choses. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Christine. Donc on est désormais dans les temps du débat. Si vous avez quelques questions à poser, vous avez un micro de part et d'autre de la salle qui est à votre disposition. Bon, je vais essayer de poser la première question. Je me pose, moi, depuis pas mal de temps, une question. Je la pose à mes amis Canac, Caldoche, Zoreille, etc. Et j'ai que des réponses évasives. Et tu l'as un peu évoqué. Donc la question est la suivante. Enfin, c'est pas une question, c'est... J'ai quand même l'impression que sur les terres coutumières, la société Canac, égalitaire, socialiste, Marx dirait socialisme primitif, il n'y a pas de propriété privée, etc. Tous les Kanaks ne sont pas tout à fait égaux. Certains sont plus égaux que d'autres. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ça ? Ça m'est arrivé de poser la question et on m'a dit non, puis tu nous emmerdes en gros. Il y a une espèce de non-dit que tu as un peu évoqué, quoi. Et j'aimerais donc, si tu peux, je pense que tu es la bonne personne, avoir une réponse un peu plus précise. Autrement dit, je ne voudrais pas trop développer, mais dans ton truc mixte, là, tu as à la fois l'aspect tribal, on va dire, communiste primitif, au sens de Marx, enfin bon, du bon vieux socialisme d'antan, et à la fois une petite société marchande, il n'y a pas de doute. Mais par rapport à la Terre, donc j'insiste, c'est quoi les vrais rapports à la Terre ? Voilà. Je ne sais pas si on peut dire quels sont les vrais rapports à la Terre. Je pense que ce qu'on peut du moins constater à ce moment-là, c'est qu'il y a des tentatives pour donc dépersonnaliser le lien et aller vers une approche économique. Et je crois qu'aujourd'hui, on le voit beaucoup autour des revendications autour des mines, puisque là, la question de l'intérêt économique se croise aussi certaines revendications d'ordre clanique ou au niveau des districts coutumiers, etc. Donc il y a évidemment une logique économique aussi derrière tout ça, mais ça n'empêche. Je crois que c'est des choses qui se croisent, c'est-à-dire que à la fois il y a une conscience d'avoir un lien très, encore personnel avec un statut attaché à ce rapport à la terre, mais aussi des liens économiques. Donc c'est vraiment deux choses qui sont étroitement mêlées et qui sont, je suppose, plus ou moins... je pense que dans toutes les situations, c'est mobilisable, hein, mais que c'est pas toujours mobilisé. C'est que je crois qu'il faut vraiment regarder au coup par coup dans quelle situation on se trouve. Dans certains cas, on va insister sur ce lien identitaire à la terre, tout en le réinvestissant ou pas de questions économiques. Dans l'autre, on va peut-être plus facilement insister sur le côté économique. Je crois qu'on ne peut pas répondre de manière unilatérale comme ça. Je crois que c'est vraiment dans des situations qu'on observe. Et on voit aussi d'ailleurs que les appréciations sont très variées, je dirais, d'une personne à l'autre. Donc il y a des choses qui se sont mises en
en place peut-être à cette époque et qui continuent à se déployer, mais sans pouvoir trancher, en fait, d'un côté ou de l'autre. Bon, merci beaucoup pour, merci beaucoup pour cet exposé qui nous fait revivre une période de l'histoire qui est peut-être un peu oubliée. Donc je trouve ça extrêmement intéressant de voir cette filiation. Et j'avais une question qui était sur tes militants entrepreneurs, donc qui ont disparu, si j'ai bien compris. Mais j'étais un peu intrigué. Ça veut dire que maintenant, il y a encore des militants d'une part, d'autre part, il y a encore des entrepreneurs. Est-ce que tous les militants maintenant ne sont plus jamais entrepreneurs? Les entrepreneurs ne sont jamais militants? Ou est-ce qu'il n'y a pas eu une transformation aussi de la façon de gérer l'entrepreneuriat, même en lien avec un projet politique? Qu'est-ce qui a changé de ce point de vue-là? Oui, quand je parle de militants entrepreneurs, c'est en faisant référence à qui anime le Conseil des anciens. Et ce que je peux constater, c'est que là, pour le coup, c'est plus eux. Donc c'est plutôt qu'on revient sur les chefs de clan. C'est à ce niveau-là. Après, évidemment, il y a toujours des militants, toujours des entrepreneurs et des militants entrepreneurs. Mais là, c'est le lieu dont je parlais, qui était celui de cette institution politique tribale, quoi, où cette figure-là, je ne sais pas si elle était si répandue que ça ailleurs dans les autres projets, parce que là, je pense que c'est vraiment très propre à des projets Palika. Hein, donc, je pense qu'ailleurs, c'est plutôt des projets claniques qui ont été mis en œuvre. Donc, on a toujours ces militants entrepreneurs. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment en tant que figure politique locale à ce niveau-là, avec ce questionnement sur qu'est-ce que c'est qu'un chef, qu'est-ce que c'est un chef de clan, est-ce qu'il est là pour s'investir dans l'économie? C'est la période là où on dit, en gros, si on est là, c'est pas parce qu'on occupe une position hiérarchique élevée, mais on est là parce qu'on a des compétences. C'est clairement ce que disaient les militants de l'époque. Donc on était vraiment dans une problématique où la question du statut n'avait plus maille à partir avec la représentation au niveau de la tribu. J'avais une question sur la place de la femme dans ce socialisme kanak. Et notamment, c'est vrai que dans le GIE, on n'a pas vu beaucoup de femmes. Donc voilà, surtout quand on parle d'abolition de la hiérarchie, en tout cas des changements au niveau de ça. Est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait là-dessus? Merci. Alors, au niveau du fonctionnement du GIE, c'est vrai que j'ai montré les personnes qui étaient les plus actives, déjà les fondateurs du projet, et ceux qui l'ont accompagné et qui ont accompagné au niveau de la section de base. Et il est vrai que les femmes étaient plus en retrait, mais bon, elles participaient évidemment à l'activité de production vivrière. Il y a eu aussi, à l'époque, j'en ai pas parlé, les EPK, donc c'est des écoles populaires kanak qui étaient, je n'ai pas parlé de ça non plus, faute de temps, mais la période des régions, c'est aussi la période utopique où on parle d'autosubsistance et donc de rupture aussi du dialogue avec la France, la question de l'autosuffisance, et donc l'EPK s'inscrit aussi dans cette logique de la rupture avec le système scolaire français. Donc là, on avait dans ce volet-là des femmes qui étaient aussi... qui enseignaient, mais c'est pareil, c'était un très court moment parce que très vite, en fait, au niveau du GIE, on a eu le sentiment que l'EPK, c'était peut-être une impasse, parce que dans cette question d'adaptation, finalement, à la nation, un peu ce que j'essayais de dire au départ, il y a quand même cette problématique qu'on doit certes produire au niveau de la tribu parce que c'est l'échelle qui semble la plus adaptée à une image de la société, mais il y a aussi quand même l'idée que la tribu ne doit pas s'enfermer sur elle-même, et donc il faut qu'elle puisse vraiment être ouverte vers le monde extérieur, et pas seulement parce que comme ailleurs elle s'investit dans l'économie de marché, mais aussi parce que elle permet à ces jeunes d'aller et venir et éventuellement de travailler à l'extérieur, de s'éduquer ailleurs, etc. Donc voilà. Bon, en tout cas pour les femmes, je crois que c'était plutôt sur ce registre autour de la question de l'aide aussi aux enfants dans la scolarisation et dans la production.
mais en retrait, pas en termes d'animation. Oui, je voulais juste demander au niveau économique, on n'a pas eu trop de vision sur ce que ça avait donné, parce qu'il y a une partie qui était donc pour la partie vivrière, et une partie qui était destinée après peut-être à rentrer dans l'économie plus au niveau du pays, quoi. Est-ce qu'il y a eu des résultats de ce côté-là ou... Alors, pour ce qui est effectivement de la dimension économique, je ne voulais pas rentrer dedans, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que essentiellement, les bénéfices qui étaient générés par la vente de la production étaient vraiment conservés pour acheter du matériel, notamment acheter les cars qui servaient à la section transport, et après aussi à mettre en œuvre la section BTP qui s'est mise en œuvre très tardivement, quasiment au moment où le GIE s'est commencé à décliner. Et donc il y avait un retour de bénéfices. Les gens étaient payés directement au moment où ils donnaient les produits au colporteur, enfin celui qui a emmené les vivres sur Nouméa, mais il n'y avait pas vraiment il n'y a pas eu vraiment de retour plus important. C'est aussi peut-être une des choses qui a fait qu'au bout d'un moment les gens se sont un peu détournés de ça, puisqu'il y a eu même des critiques sur le mode ce n'est pas une vraie entreprise. Effectivement, c'était une entreprise plus politique qu'économique. C'est-à-dire, par exemple, voilà, il y a très peu de retours, il n'y a pas vraiment de salariés, il n'y a pas possibilité de se syndiquer, par exemple, j'ai pu entendre ça. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, on n'était pas sur un fonctionnement d'entreprise normal, entre guillemets, quoi. Et donc, du coup, un peu une difficulté à tenir l'utopie, je dirais, de la participation à la construction de l'indépendance sur la durée. La question que j'ai, c'est que j'ai remarqué que vous avez parlé d'une collectivisation des terres. Vous avez dit que la terre était à tout le monde et à personne. Et vous avez aussi parlé d'une banque centrale. Je voulais savoir si cette expérience sociétale, en fait, c'était pas une forme un peu maquillée du communisme. Oui, enfin, quand je dis c'était inspiré du socialisme, on peut voir communisme. Après, je ne sais pas décliner les choses de manière... enfin, les termes, je crois que c'était pas complètement... Non, la collectivisation, elle concernait surtout ces fameux lieux de production. Il y avait la question de la collectivisation des moyens de production. Et parce que je ne l'ai pas dit, mais la station thermale, enfin, l'idée c'était quand même de pouvoir construire éventuellement un hôtel, faire venir des touristes et de tirer des bénéfices là pour les deux chefferies. Projet aussi qui donc n'a pas fonctionné parce qu'il y avait des problèmes de revendication, mais c'est aussi qu'on est passé très vite à une autre étape où finalement la tribu n'a plus été jugée comme une unité vraiment pertinente de développement économique, c'est-à-dire qu'il fallait voir les choses à une autre échelle, quoi, déjà communale. Il a été dit que en fait, cette question de station thermale, elle aurait dû être pensée à ce niveau-là, voire évidemment en région et puis après province. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que ça a été réapproprié. Donc quand on parle de collectivisation, c'était vraiment plutôt pour insister sur le fait qu'on devait considérer que tout le monde devait se sentir concerné par cette participation au projet du GIE. Il y avait aussi cette dimension incitative que ce n'était pas la propriété des seuls initiateurs du GIE. Et que par ailleurs, vraiment cette idée d'aller au-delà des hiérarchies, passer par des premières expériences, quoi, qui essayaient de dire voilà, on donne un terrain et ce terrain, on considère à ce moment-là qu'il est certes sur les terres du clan des chefs, mais il est aussi à tout le monde. C'était une affirmation forte. Est-ce qu'il y a eu d'autres expériences similaires à votre connaissance ou disons proches
à cette époque, avec lequel d'ailleurs le GIE aurait eu éventuellement des échanges? Alors, le problème, c'est que moi, quand je suis arrivée, c'était déjà fini tout ça. Donc, ce que j'ai pu seulement savoir, c'est à travers d'éventuels d'autres ouvrages qui auraient traité de la question. Mais hormis le livre d'Isabelle Lebic sur la question du développement, où elle détaille quelques projets, mais qui étaient plutôt claniques, et où elle dit qu'effectivement, il y a eu plusieurs, là, j'ai plus le chiffre en tête, mais vraiment plusieurs milliers de projets à ce moment-là, mais qui ont eu une durée de vie très, très variable. Ça pouvait être 6 mois, 1 an. Et là, c'est vraiment une longévité. Il y a quand même au moins 12 ans d'activité du GIE. C'est vrai que c'est sans doute assez exceptionnel. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de savoir s'il y avait eu d'autres expériences très proches ailleurs. Vous disiez que c'était le clan de la chefferie surtout qui était à l'initiative du GIE. Je me demandais si au final ça avait marché, cette logique interclanique et l'investissement d'autres clans. Si vous pouviez estimer combien de personnes ou de familles à peu près s'étaient mobilisées au maximum du GIE. Et si surtout le concept de banque centrale qui serait au service de la tribu pour les besoins avait fonctionné, avait pu être mis en pratique ou pas? Alors, je vais encore répondre sur la Banque centrale que c'était vraiment du réinvestissement, donc on peut pas. Puis tout ça, c'est fait à un moment où j'étais pas là. J'ai pas vraiment d'autre chose à redire que ça. Je sais qu'elle existait, cette Banque centrale, mais après, partant de là, et je sais qu'elle a pu aider ponctuellement des gens aussi pour des difficultés passagères. Concernant l'investissement, oui, effectivement, j'ai évoqué très brièvement la mobilisation d'une classe d'âge, et je crois que c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est-à-dire que cette génération qui se disait les jeunes, c'était la génération des gens qui avaient connu et participé aux événements, et qui étaient tous dans cette logique. Quand j'ai cité une personne qui disait qu'on s'inspirait on était dans le sillage des événements de 84 des lois Machereau. C'est pas pour rien que je vous ai mis aussi le congrès constitutif du FLNKS à un moment donné en diapo. C'est parce que je le rappelle, un moment vraiment très très fort d'investissement dans le mouvement nationaliste, et donc il y a vraiment eu un élan assez fort, surtout du côté de cette classe d'âge. Alors c'était beaucoup moins vrai de la génération antérieure, ceux qui étaient nés entre les années 20, 30, 40, mais qui étaient plus dubitatifs, mais aussi assez quand même respectueux de l'initiative, puisque comme j'ai essayé de le dire aussi, il y avait à un moment donné dans ces tribunes un sentiment qu'on était un peu dans une impasse, quoi. C'est quand le président du GIE parle de barrières, qu'on va pas au-delà d'une approche de la chefferie en termes d'interdit. C'est clairement qu'il y avait une attente aussi pour aller vers autre chose. Donc je pense que c'était vraiment Après, c'est aussi dans le temps qu'il faut voir que les choses se sont progressivement diluées, puisque encore une fois, l'idée, c'est aussi à cette période-là, c'était que l'indépendance, c'était pour bientôt. Donc voyant que ce n'était pas le cas, et en fait, les gens se sont essoufflés aussi dans la participation au GIE, parce que ça demandait aussi un travail, un effort à fournir. Et en plus de la production d'autoconsommation, et peut-être aussi d'autres types d'activités plus ou moins intermittentes en dehors. Donc il y a une difficulté à mener tout ça de front, quand bien même la motivation politique était derrière. Bon, écoutez, je crois que je vais vous laisser éventuellement discuter avec Christine Demers en dehors de cette enceinte. J'ai montré son livre tout à l'heure, donc ce livre, il est évidemment disponible aux éditions Cartala, à la médiathèque en particulier, ainsi que d'autres travaux qui ont été rédigés par Christine Demers. On a évoqué les EPK, il y a les travaux de Gauthier aussi qui se trouvent dans nos locaux, et bien d'autres choses. On a cité le nom d'Isabelle Leblic, enfin tout ce qui concerne l'histoire
de ces années 80, comme l'évoquait Pierre-Yves Lemeur tout à l'heure, que certaines personnes ont oublié ou ignorent. Toute cette matière, elle est à disposition, que ce soit sous forme écrite ou documentaire. Donc je vous invite éventuellement à venir consulter cette documentation assez riche à la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Je vous remercie une nouvelle fois d'être venu, et vous l'avez peut-être vu à l'entrée. Donc la prochaine conférence, ce sera le 7 décembre sur le Black Power en Océanie, en particulier sur le continent australien, entre 1968 et 1984. Donc peut-être rendez-vous le 7. Merci encore. Merci.